Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à comment coopérer avec les entrepreneurs sociaux pour développer son impact. Ce sont les joies du direct. Alors, justement, puisque nous parlions de micro, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir couper les vôtres si ça ne vous pose pas de soucis et de plutôt interagir et de poser vos questions via le chat, s'il vous plaît. On essaiera de dédier un tout petit peu de temps à la fin de ce séminaire pour passer en revue toutes les questions que vous pourrez vous poser. Si vous avez la possibilité également, n'hésitez pas à activer votre caméra parce qu'effectivement, c'est toujours beaucoup plus agréable pour nos intervenants, mais sachez évidemment que ce webinaire sera enregistré. Il y aura un replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, la chaîne des entreprises pour la cité, et que vous pourrez largement d'ailleurs diffuser auprès de vos équipes. Alors, quelques mots très, très rapidement sur les entreprises pour la cité, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Alors, les entreprises pour la cité, c'est une association qui a été créée dans les années 80 par Claude Bébéard, dans le but de mobiliser les entreprises à s'engager pour la cité et à générer et à stimuler l'innovation sociale. Alors aujourd'hui, on est spécialisé, en tout cas on a développé 3 zones d'expertise assez fortes. Une première sur l'égalité des chances auprès des jeunes notamment. Le deuxième axe très fort, c'est évidemment la diversité pour lequel nous sommes particulièrement identifiés. Diversité pour favoriser l'accès à l'emploi ainsi que le management plus inclusif en entreprise. Et troisième champ d'expertise, le mécénat et les engagements citoyens pour lesquels vous êtes là aujourd'hui. Et nous en sommes ravis. Alors, ce webinaire s'inscrit dans un cycle, le cycle Engagez-vous pour la cité, qui a été articulé tout au long de l'année 2023 et notamment articulé autour de 5 temps forts. Alors, en mars, on a vu comment agir avec les organismes d'intérêt général. En mai, on a vu comment impliquer ses collaborateurs dans sa stratégie d'engagement. En juillet, on a vu comment fédérer son écosystème pour développer son engagement sociétal. En décembre, le 7, c'était avec moi cette fois-ci, comment intégrer l'engagement sociétal dans sa gouvernance et sa stratégie au plus haut niveau de l'entreprise. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler cette fois-ci de comment coopérer avec les entrepreneurs sociaux pour développer son impact. Alors, ces webinaires qui sont organisés vont de pair avec un dossier qui vous est transmis systématiquement à l'issue de ces séances, donc webinaire et replay. Je précise du coup que ces dossiers, ces documentations sont disponibles en open source, donc accessibles pour toutes et tous. N'hésitez pas à en faire bon usage et à le partager très massivement autour de, de vous. Alors, juste avant de passer à l'autre slide, je tenais à remercier une dernière fois nos 5 partenaires que je vais citer. AXA, Accenture, la fondation du groupe ADP, Schneider Electric, la fondation de Schneider Electric et KPMG, sans lesquels cette série de webinaires n'aurait pas eu lieu. Donc merci infiniment à ces partenaires-là de nous avoir soutenus tout au long de l'année. Alors, pour rentrer dans le vif, du sujet, j'imagine que si vous vous êtes, toutes et tous inscrits à ce webinaire, c'est que ou bien vous vous demandez ce qu'on entend par un entrepreneur social, la réalité qui se cache, derrière, soit bien sûr, vous avez sans doute envie de vous lancer dans l'aventure et de coopérer avec eux, mais, vous vous demandez un petit peu comment faire. Alors j'espère que ce seront des questions auxquelles nous pourrons répondre, tout au long de ce séminaire, mais peut-être qu'avant de démarrer, on pourrait s'arrêter un tout petit peu sur la définition. Qu'est-ce qu'un entrepreneur social? Pour au moins s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Alors, j'en donnerai une définition assez généraliste pour que nos intervenants puissent rentrer un petit peu plus dans le détail ultérieurement. Alors, un entrepreneur ou une entreprise dite sociale, elle a pour mission de résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux, parfois les deux même, tout en générant des revenus pour assurer sa durabilité financière. En d'autres termes, la mission sociale ou environnementale est bien au cœur des activités de l'entreprise sociale. Alors pourquoi a-t-on, nous, les entreprises
pour la Cité décidé de traiter ce sujet aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, dont vous faites d'ailleurs sans doute partie, qui se questionnent, voire qui explorent actuellement de nouvelles formes d'engagement ou de dynamique de coopération, et notamment avec les ESS et les startups à impact. Mais si vous tous et toutes, vous voyez à peu près l'intérêt de ce type d'alliance, par exemple en matière d'innovation sociale ou de cross-fertilisation, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, de cross-fertilisation des méthodes et des cultures de travail, peut-être voyez-vous un petit peu moins, en revanche, comment vous lancer efficacement dans ce type de coopération. Alors, avec nos intervenants aujourd'hui, ce sera l'occasion de revenir sur la définition un petit peu plus détaillée de ce qu'est l'entrepreneuriat social, mais aussi de voir pourquoi et quel est l'intérêt de coopérer du coup avec les entrepreneurs sociaux, voir par exemple pourquoi dans certains cas ça fonctionnera bien et puis dans d'autres un petit peu moins. Euh, Comment on détecte les bons entrepreneurs sociaux, comment on réussit ces alliances efficacement et comment on mesure l'impact et on évalue la réussite de ce type de coopération. Alors, on ne sera sans doute pas exhaustif, malheureusement, en moins d'une heure, mais l'objectif sera au moins d'essayer d'y voir un tout petit peu plus clair et de vous donner les clés pour mieux appréhender ce sujet à la fin de la session. Alors, pour en parler aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir de vous présenter Patricia Benchena et Arnaud Moureau. Alors, je ne vous vois pas, mais je crois que vous êtes là. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui, très bien. Ok, Bonjour, parfait. très bien. Oui. Bonjour. Alors, Patricia, vous êtes directrice corporate philanthropie chez Schneider Electric. Alors, vous avez la particularité de travailler avec les entrepreneurs sociaux depuis de nombreuses années. Donc, à ce titre, votre témoignage sera tout à fait précieux. Et vous, Arnaud, vous êtes vice-président d'Ashoka. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ashoka, Ashoka accompagne, c'est pareil, depuis longtemps, les entrepreneurs sociaux. Et alors, vous avez vous avez la particularité d'avoir une double casquette puisque vous avez été vous-même entrepreneur social. Donc, c'est à ce titre que vous pourrez témoigner aujourd'hui. Merci à nouveau d'être là avec nous. Bienvenue. Et on va pouvoir commencer. Alors, peut-être que juste avant de lancer les questions, pour ceux qui nous auraient rejoints récemment, bonjour à toutes et tous. Et juste, je vous rappelle, s'il vous plaît, de bien vouloir couper vos micros et de privilégier l'interaction dans le chat. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être retirer le partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Voilà. Alors, Patricia, Arnaud, à nouveau, bonjour et bienvenue. Merci d'être là. Alors, j'ai peut-être une première question à vous poser à tous les deux, si vous êtes d'accord. C'est peut-être de vous représenter peut-être un petit peu plus en détail au niveau de votre parcours et peut-être un petit peu le lien que vous avez commencé à tisser entre votre entreprise et les entrepreneurs sociaux. Patricia, si vous voulez commencer peut-être. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de nous accueillir ce matin. Je travaille chez Schneider Electric depuis de nombreuses années, toujours pratiquement dans le domaine du développement durable et plus récemment précisément sur la citoyenneté d'entreprise. Donc j'ai en charge la coordination des actions de la fondation de Schneider, mais aussi l'engagement des collaborateurs. Voilà pour moi. On travaille beaucoup à la fondation à soutenir les jeunes et les accompagner en fait dans leurs projets pour transformer en fait le monde dans lequel on vit. Ça paraît un peu ambitieux, mais on s'aperçoit quand même que face aux enjeux climatiques et sociaux, voilà, des changements sont nécessaires et nous on souhaite faire confiance aux jeunes, mais aussi à nous pour les accompagner dans ces transformations et notamment les entrepreneurs sociaux. Je suis dans un contexte aussi qui permet, et j'y reviendrai, de pouvoir proposer aux entrepreneurs sociaux qui peuvent être aussi des associations, hein, donc on reste quand même aussi souvent proche de la philanthropie. Je crois qu'il faut aussi démystifier le sujet. Un entrepreneur, et Arnaud, je pense que tu y reviendras, c'est un individu, beaucoup, souvent, qui identifie une problématique
sociale, environnementale dans son territoire sur lequel lui il souhaite agir parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de réponse. Et donc c'est plein de formes en fait de structures, mais c'est déjà un individu ou un groupe d'individus au démarrage. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose de clé dans les relations qu'on établit. Donc, notre relation avec les entrepreneurs sociaux, nos projets accompagnés avec eux, ça a d'abord été dans le cadre de la fondation, à travers de la philanthropie et la responsabilité de Schneider dans les territoires dans lesquels l'entreprise est présente. Et petit à petit, on le verra, ça s'est transformé jusqu'à la co-création de produits et d'offres inclusives pour Schneider dans le cadre de l'accès à l'énergie. Et là, on est aussi en train de développer aujourd'hui une offre autour de la mise en sécurité des ménages précaires. Donc, c'est vraiment tout ce spectre, en fait, que la relation peut recouvrir. Nous, on a connu Ashoka et Arnaud. Alors, Arnaud, d'abord, un projet plus personnel qui menait il y a quelques années et dans le cadre d'Ashoka un peu plus tard. Ashoka, c'est vraiment l'organisme de référence quand on dit entrepreneurs sociaux, il me semble. Voilà. Et donc, je reviendrai un peu plus en détail peut-être dans les questions à venir sur comment on travaille, quel est le parcours qu'on peut proposer à l'ensemble des entrepreneurs sociaux. Et voilà. Et l'impact pour les uns et les autres, parce que je pense que c'est aussi dans une relation équilibrée qu'on fait perdurer les relations et les projets. Merci beaucoup, Patricia. Arnaud, c'est vrai que je n'ai pas mentionné le petit nom que vous donnez à vos entrepreneurs sociaux. Vous les appelez les fellows Ashoka. Peut-être que vous pourrez revenir dessus dans votre petite présentation. Oui, très volontiers. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez correctement? J'ai été... Ok, super. Alors, comme le disait Patricia, effectivement, ça fait un petit moment qu'on se connaît et que j'ai la chance de collaborer avec la Fondation, avec Patricia et toute son équipe. Il se trouve qu'en effet, aujourd'hui, je pilote Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. On est une association qui est née il y a 40 ans en Inde, d'où le nom un peu étonnant, on va dire, qui est du sanskrit. Et cette organisation, depuis 40 ans, a pour vocation d'identifier, d'accompagner ces femmes et ces hommes qui œuvrent au quotidien pour résoudre des enjeux de société. Patricia l'a très bien dit. L'entrepreneuriat social, c'est protéiforme. Il n'y a pas une forme juridique particulière, encore moins lorsque vous œuvrez à l'échelle internationale où les statuts ne veulent pas forcément toujours dire quelque chose. Mais la constante, c'est que ce sont des femmes et des hommes qui innovent et qui résolvent des problèmes de santé, d'éducation, d'environnement, etc., de façon pérenne avec un modèle économique qui est finalement au service de la mission sociale. Et l'autre particularité peut-être, parce qu'on peut peut-être faire un petit distinguo entre une entreprise sociale et un entrepreneur social. Un entrepreneur, c'est vraiment un individu qui a une obsession de résoudre un problème. Et ça, on a la chance maintenant d'en accompagner un peu plus de 4000 dans le monde entier. Et on voit que ce sont effectivement des caractéristiques qu'on retrouve partout, quelle que soit la région, quelle que soit la thématique. J'ai envie de dire que ce sont des individus qui sont amoureux du problème. Et qui n'ont de cesse que de vouloir le résoudre de différentes façons. Donc, on le verra, Ashoka les accompagne de différentes façons, avec de l'argent, de l'appui technique, de la mise en relation, et de plus en plus avec des collaborations avec des entreprises, parce qu'on pense que l'avenir, et sans doute qu'une partie de la solution aux grands enjeux sociaux et environnementaux qu'on connaît, c'est sans doute la collaboration intersectorielle entre le business, le social et le pouvoir public. On le verra, c'est pas simple. Et j'espère qu'on pourra essayer de détourer quelques bonnes pratiques. Mais en effet, aujourd'hui, l'entrepreneuriat social s'est développé, mais il y a maintenant quasiment 20 ans, lorsque j'ai lancé Ashoka, ce terme était absolument absent de la scène. Et comme le rappelait Patricia, avant de lancer Ashoka, j'étais moi-même entrepreneur social, mais je ne le savais pas. Il se trouve qu'après mes études, j'avais lancé une organisation qui s'appelle aujourd'hui Play International, qui développait des programmes d'éducation et de réinsertion par le sport un peu partout dans le monde. J'avais aucune idée que j'étais moi-même un entrepreneur social. Il a fallu que je rencontre Ashoka et que je prenne conscience que finalement, entreprendre pour la cité ou entreprendre pour la société, c'est ça qui définit un entrepreneur social. Donc,
Encore une fois, c'est protéiforme et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'enferme pas dans des définitions. Bien au contraire, on voit qu'aujourd'hui, ces définitions, elles sont de plus en plus floues parce qu'on voit une convergence du social et du business. La tech amène en plus une couche, une surcouche supplémentaire là-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est bien heureux, je pense, des modèles qui permettent de conjuguer économique et social sont de plus en plus nombreux. Je pense qu'il faut le prendre comme une opportunité. Vous êtes un mute, je crois, Roland. Merci, merci beaucoup. Oui, alors, j'étais en train de dire, alors justement, est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail pour expliquer finalement quel est l'intérêt, pourquoi des entreprises comme par exemple Schneider Electric font le choix, et alors du coup, Arnaud, vous pourrez partager peut-être d'autres cas de figure au-delà de Schneider, hein, évidemment, mais pourquoi, si on commence par vous, Patricia, vous, par exemple, vous avez fait le choix de vous lancer dans cette aventure-là. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, OK, là, il y a quelque chose, il faut y aller. Quel a Alors, été c'est moi l'intérêt premier? et l'organisation que je représente, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on est face à des enjeux et des transitions qui sont amenées très, très importantes, en tant qu'entreprise, je pense que, en tout cas, si on veut mener pour Schneider Electric la transition énergétique, si on n'amène pas les plus fragiles dans cette transition, il n'y aura pas de transition. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une condition sine qua non, en tout cas pour réussir la transition énergétique en particulier, et qu'aujourd'hui une entreprise qui vit dans sa bulle sans connexion avec son environnement, ça ne pourra pas perdurer. Donc c'est un peu les deux motivations, je pense, qui sont vraiment cruciales pour une entreprise. C'est aussi le moyen de continuer à rester connecté avec son environnement et en particulier être toujours à l'écoute des signaux faibles. Parce que s'il y a bien des structures ou des individus qui font remonter les signaux faibles, ce sont les entrepreneurs sociaux ou le tissu associatif. Et c'est aussi pour nous, voilà, de rester vraiment en éveil sur l'ensemble des enjeux qui sont liés globalement à la société, hein. La jeunesse en est un pour nous qui nous tient à cœur, mais aussi la transition énergétique et écologique d'une façon plus grande pour Schneider. Donc je pense que c'est vraiment une grande vertu, ces relations qu'on est amené à mener, mais aussi ces projets communs. On n'est plus dans une démarche philanthropique pure, même si moi j'y crois pas trop. On donne, on finance. Et voilà, on est content, mais on est vraiment aujourd'hui dans l'idée de se dire on peut collaborer ensemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire avancer ensemble. Comment on fait? Voilà. C'est vraiment là nos motivations. Vous êtes toujours en mute, Orlan. Merci de me rappeler. Oui, je disais vous, Arnaud, du coup, je ne sais pas très bien, Ashoka, avec combien d'entreprises vous travaillez. Alors vous êtes sur différents secteurs, donc peut-être que vous pouvez témoigner sur peut-être quelles sont les raisons des autres entreprises, au-delà de ce que vient de dire Patricia. Peut-être qu'il y a d'autres, notamment sur la partie plutôt collaborateur, apprentissage mutuel. Peut-être que là, vous avez d'autres éléments à partager. Oui, volontiers. En fait, je pense qu'il y a plusieurs effectivement, motivations ou raisons qui peuvent pousser les entreprises à se poser la question du travail des entrepreneurs sociaux. Vous savez, je pense qu'on a tous vécu, il y a une vingtaine d'années, la révolution digitale. Il y a une vingtaine d'années, en fait, arrivait cette transition que certains prenaient comme une contrainte et que d'autres ont embrassé comme une opportunité. Je pense qu'en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la transition énergétique, sociale et environnementale aujourd'hui. Il va y avoir deux, je pense, types d'entreprises. Celles qui vont anticiper et se dire que c'est une opportunité pour réinventer des produits, des services, des façons de travailler et de collaborer avec son écosystème. Puis celles qui vont être contraintes par la réglementation, par les normes, par leurs investisseurs, etc. Et donc, ce qui est intéressant quand on observe comment la plupart des entreprises qui ont réussi la transition digitale il y a une vingtaine d'années ont opéré, elles se sont rapprochées en fait
enfin, des entrepreneurs de la tech de l'époque qui étaient à la fois plus agiles, qui avaient un autre champ de compétences, une autre façon d'appréhender les business models. C'est exactement un peu la même chose aujourd'hui qu'on peut imaginer avec des entrepreneurs sociaux. Quand vous devez vous attaquer à des enjeux qui ne sont pas forcément vos enjeux business premiers, autant se rapprocher de ceux dont c'est le métier et qui savent très bien le faire et qui sont peut-être beaucoup moins gros que vous, mais qui ont une capacité, encore une fois, d'innovation, de pensée systémique, de capacité d'action innovante qui est complètement différente et complémentaire de ce que vous faites. Et ça, c'est ce qu'on observe de plus en plus. Et donc, on pourrait quasiment résumer en 3 points, finalement, les 3 raisons pour lesquelles, ou les 4 raisons pour lesquelles les entreprises peuvent collaborer. La première, c'est l'innovation. Il y a de l'innovation dans le champ social, vous l'avez rappelé, vous êtes un spécialiste de l'innovation sociale, sociétale aux entreprises pour la cité. Il se passe des choses extraordinaires dans ce champ-là depuis toujours. Je vous donne un exemple ou deux. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le Kenya, là-bas, on paye tout sur mobile. La moitié du PIB du pays passe par une application qui s'appelle M-Pesa. Et M-Pesa, c'est aujourd'hui la référence mondiale de paiement mobile. Et c'est en train d'arriver en Europe. Et on a l'impression que c'est né au Kenya. En réalité, c'est pas du tout né au Kenya. C'est né en Afrique du Sud par un entrepreneur social qui avait besoin de donner de l'information financière à ses petits producteurs en temps réel et qui a inventé ce dispositif 4 ans avant M-Pesa. Et ensuite, M-Pesa l'a repris, l'a démultiplié, c'est devenu le succès qu'on connaît. Un autre exemple, c'est Couchsurfing. C'est une organisation qui connectait en fait des étudiants qui voyageaient avec des gens qui pouvaient proposer un canapé, un couch, pour justement les accueillir chez eux. Ça c'était 5 ans avant Airbnb. Et on voit bien que, et je pourrais vous en citer plein d'autres, il y a plein d'innovations de ruptures qui sont venues en fait d'enjeux de société. Et en fait, si on repense au pourquoi de l'entreprise, pourquoi l'entreprise a été créée au début du 19e siècle, etc., c'est souvent pour résoudre un enjeu de société. Et donc, on revient, des entrepreneurs sociaux nous ramènent à ça. Donc, il y a de l'innovation, premier point. Deuxième point, ces entrepreneurs ont effectivement un socle de compétences qui est différent et complémentaire de ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les grandes entreprises. Je ne veux pas caricaturer, mais effectivement, il y a une capacité d'innovation, d'approche systémique, de collaboration, etc., qui est extrêmement importante. La bonne nouvelle, c'est que ça se transmet. Donc, de plus en plus, on essaye de travailler, Patricia l'a rappelé, puis on pourra y revenir, sur justement comment on peut mettre en place des collaborations qui permettent à la fois aux entrepreneurs sociaux d'apprendre des expertises et des compétences des collaborateurs de l'entreprise et inversement, comment ces collaborateurs peuvent apprendre au contact des entrepreneurs sociaux, à prendre peut-être plus de risques, à être plus agile, à être plus collaboratif, etc. Et ça se pratique en fait. C'est un muscle qui se pratique. Et plus on se frotte à des entrepreneurs sociaux, plus on devient soi-même entrepreneur, intrapreneur ou en tout cas acteur du changement. Ça, c'est quelque chose d'important. La troisième chose, je dirais, c'est les modèles économiques. Comme le rappelait Patricia, en fait, à un moment donné, quand on est capable de mettre ensemble des entrepreneurs sociaux et des entreprises, eh ben, on peut aller jusqu'à de la co-création de produits et de services auxquels on ne pensait pas avant. Patricia parlera de ce que fait Schneider. Moi, je peux vous parler de ce que fait Boehringer, qui est un laboratoire pharmaceutique allemand avec lequel on travaille depuis maintenant 15 ans. On a développé en fait des offres communes. Boehringer avait un sujet, par exemple, qui était d'amener des médicaments sur le dernier kilomètre. Ça, c'est une problématique, notamment en Afrique, qui est extrêmement importante. Et on avait des entrepreneurs sociaux, un en particulier en Angleterre, qui avait inventé en fait une organisation qui s'appelle Cola Life et qui en fait partait du constat que Coca-Cola était capable d'amener du coca dans n'importe quel village le plus reculé d'Asie ou d'Afrique et qu'il n'y avait pas de médicaments. Donc il se disait, Coca doit faire un truc de mieux. Donc, un jour, il va voir Coca-Cola, il se rend compte qu'une caisse de coca, ça a 24 bouteilles, mais ça a surtout beaucoup d'espace vide entre les cols de ces bouteilles. Et il invente une espèce de packaging qu'on plug sur la caisse, qu'on peut remplir de médicaments. Et du coup, à coût marginal, on est capable d'amener des médicaments là où avant, on n'amenait que du coca. Ça, le jour où Boehringer l'a vu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté de quelque chose et très vite, se sont mis en place des collaborations qui aujourd'hui permettent justement d'amener les produits de l'entreprise là vers un nouveau finalement réseau de clients. Et donc, on est bien sur finalement une situation gagnant-gagnant-gagnant, finalement à la fois pour l'entreprise, pour l'entrepreneur social et surtout pour les populations bénéficiaires. Et puis, le dernier point, à mon avis, c'est d'apprendre cette capacité à travailler avec son écosystème, à comprendre ses signaux faibles, ce qui se passe autour de l'entreprise.
crois que c'est Emmanuel Faber qui disait qu'une entreprise ne peut pas réussir si son environnement est en train de s'écrouler. En fait, pour réussir, une entreprise, elle a besoin que son écosystème s'en sorte. Et donc, il y a besoin de mettre en place des actions qui permettent à la fois en amont et en aval de faire en sorte que il y ait une équité, une bonne répartition de la valeur et travailler avec des entrepreneurs sociaux ou des organisations de la société civile. Hein, on ne va pas uniquement se focaliser sur les entrepreneurs sociaux. C'est aussi une façon de pérenniser son business sur le très long terme. C'est quelque chose qui est moins visible, mais on le voit bien aujourd'hui. Encore une fois, vous ne pouvez pas réussir si vos fournisseurs ne sont pas au bon niveau, s'il n'y a pas de politique d'équité salariale, s'il n'y a pas de normes sociales et environnementales minimales. Voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on nous dit license to operate et que les entreprises ont besoin d'appréhender et les entrepreneurs sociaux peuvent être une partie de la solution. Merci beaucoup Arnaud. Alors c'est vrai que on arrive à mieux identifier pourquoi, hein, quelles sont les raisons vraiment de coopérer avec les entrepreneurs sociaux. Mais alors maintenant, il s'agirait de mieux comprendre comment on fait en sorte que la colle prenne et que ça fonctionne. Alors avant de vous redonner la parole, Patricia, parce que effectivement, quand on a préparé ce webinaire, vous m'avez parler d'une notion de parcours qui était très intéressante, sur laquelle j'aimerais bien vous nous entendre à nouveau. Mais peut-être avant cela, Arnaud, si vous voulez bien garder la parole une minute, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous détectez les bons entrepreneurs sociaux? Enfin, comment vous arrivez à identifier ceux qui sont visionnaires et ceux avec lesquels ça ne va pas faire pchit, par exemple? Alors, je ne sais pas. En tout cas, moi, je peux juste partager la façon dont Ashoka les détecte. Et en fait, c'est assez simple. C'est simple, c'est facile de vous le dire au bout de 40 ans, mais au début, on a quand même tâtonné. Aujourd'hui, on a défini des critères très précis qui, à la fois, caractérisent l'entrepreneur, notamment en termes de créativité, capacité à résoudre des problèmes, fibre éthique, et des choses qui caractérisent le projet, c'est-à-dire l'innovation au sens systémique. Est-ce qu'on est en train vraiment de s'attaquer aux causes racines d'un problème ou juste aux symptômes? Nous, on préfère les entrepreneurs qui s'attaquent aux causes racines, évidemment, parce que il y a plus d'impact. Et puis, on regarde la réplicabilité des projets. Donc ça, c'est vraiment des critères extrêmement importants. Alors, ils sont sur notre site et je suis ravi que ça pourrait intéresser d'avoir la discussion offline. Mais ce qui est important surtout, c'est d'être constant et puis d'être en apprentissage permanent parce qu'encore une fois, ces entrepreneurs, ils évoluent, ils changent tout le temps. Donc, mais il faut quand même un minimum j'ai envie de dire, de cohérence. Quand vous avez un réseau de 4000 projets dans le monde, vous avez besoin qu'il y ait une cohérence dans la sélection de ces projets. Et puis ensuite, on les fait passer par différentes fourches codines de façon à ce qu'on sorte celles et ceux qui nous paraissent être les plus intéressants. C'est juste qu'on est obligé d'être sélectif parce qu'en fait, on a des moyens limités, donc on les met sur ceux où on pense qu'il y a le plus de levier. Mais je rajouterais peut-être une dimension lorsque il s'agit de collaborer avec des entreprises, c'est la capacité véritablement à délivrer un service ou un produit qui soit au bon niveau et qui soit, j'ai envie de dire, compatible avec l'entreprise. Et là, tous les entrepreneurs sociaux ne sont pas au même niveau. Il faut se dire la vérité. Il y a souvent besoin de les faire monter en qualité, en compétences, parce qu'effectivement, l'entreprise, par ses process, etc., elle est capable de sortir des niveaux de qualité qui sont beaucoup plus élevés que ce que peuvent faire des entrepreneurs sociaux. Donc, c'est là aussi, je pense, un gain extrêmement important pour eux et à prendre en compte lorsqu'on travaille avec eux. Alors justement, Patricia, comment vous avez identifié les bons entrepreneurs avec lesquels vous vouliez travailler? Ensuite, comment vous avez fait en sorte que chez Schneider, la colle prenne et que ça fonctionne bien? Si vous avez quelques conseils un peu méthodologiques à… Alors, nous, on a travaillé avec Ashoka. Honnêtement, on est une grande entreprise et on a besoin aussi d'être accompagné par des acteurs référents sur le sujet parce que nous, on apporte des choses aux entrepreneurs. On en reçoit aussi beaucoup, ça je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, mais Ashoka a vraiment une méthodologie, des outils aussi d'accompagnement qui peuvent se plugger à un moment ou à un autre très spécifique par rapport à la problématique de l'entrepreneur. Donc seul, ça me paraîtrait un peu
ambitieux de le faire en tant qu'entreprise. Je pense qu'on a besoin aussi, nous, d'être accompagnés parce que c'est un vrai changement aussi, ouais, un vrai changement culturel à apporter dans notre entreprise. Et pour moi, le point clé aussi, c'est le temps, en fait, par rapport on en a parlé, hein, les entrepreneurs s'attaquent à des problématiques qui, pour la plupart, sont passées à travers les différents programmes de soutien, de prise en compte par entreprise, mais aussi par les États ou les administrations. Et donc, il faut aussi le temps. Il faut le temps que tout ça se déploie, que toutes les comètes s'alignent. Enfin, voilà, le changement, c'est aussi du temps. Et avant de commencer sur ce qu'on apporte, je voudrais insister là-dessus aussi. Dans une entreprise, les rythmes sont ce qu'ils sont. Et en fait, si on veut arriver à du changement, il faut dédier le temps et l'énergie nécessaire. Voilà, je pense que pour moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris aussi dans le travail et je l'illustrerai aussi par des exemples qu'on a menés jusqu'à présent. Donc, nous, on a travaillé donc avec Ashoka pour identifier dans le cadre, et je cernerai peut-être le propos pour cette question, sur un appel à projet européen qu'on a fait sur plusieurs années sur la lutte contre la précarité énergétique. Voilà, donc on a monté avec Ashoka un appel à projet avec tous les critères que Arnaud mentionnait. Et en face, on a aussi mis des possibles pour les entrepreneurs de soutien pour passer, alors passer à l'échelle forcément, mais maintenir leur projet et voir les perspectives. Et donc Ashoka a fait sa part et sa grande part, hein, comme je le disais, d'accompagnement dans leur réseau de fellows. Nous, ce qu'on peut apporter aux entrepreneurs, c'est du soutien philanthropique. Parfois, on peut aussi mobiliser nos collègues pour soutenir des entrepreneurs. Je prendrai l'exemple, par exemple, des Compagnons Bâtisseurs, qui était un des projets sélectionnés en France, pour lesquels on a missionné un logisticien. Ils ont créé une plateforme de stockage de produits. Et voilà, ils avaient besoin aussi de monter en puissance leur outil de suivi des entrées-sorties, de la gestion aussi de leur espace. Et donc, notre collègue les a accompagnés pendant quelques mois sur la mise à disposition et enfin plutôt la création d'une application pour gérer leur stock. Voilà. Et passer aussi dans des dimensions qui se faisaient dans un premier temps par petite entité chez les compagnons. Ils avaient souhaité, je crois que ça s'appelait Solibat, et elle existe toujours, cette plateforme, regrouper pour des questions d'efficacité l'ensemble de leur stock sur une région. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, on est aussi, donc j'ai parlé du financement, des compétences. Nous, en capacité, grâce à l'équipe du Fonds Impact Social chez Schneider, d'incuber des projets pour lesquels on pense en fait qu'il y a un potentiel d'essaimage dans d'autres territoires. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le réseau Ecohabitat, qui est un projet maintenant qui est assez connu, qui a été créé en 2014. Nous, on l'a identifié avec Ashoka en 2015. On les a accompagnés avec du matériel Schneider aussi pour permettre la rénovation de maisons. Le réseau Ecohabitat, en fait, leur approche, elle est très sociale dans le démarrage des relations avec les personnes qu'ils adressent. Ils font partie du mouvement Caritas, donc ils accompagnent des ménages précaires. Donc ça, c'est vraiment leur vocation. Et ils se sont aperçus aussi dans leur région que, en fait, il y avait beaucoup de propriétaires occupants pauvres qui vivaient dans des conditions d'habitat insalubres. Et donc, leur accompagnement technique s'est plugué sur comment aller chercher des financements, parce que honnêtement, alors je vais vous dire les chiffres, moi au démarrage, ça me paraissait assez étonnant. Ils peuvent capter jusqu'à, en moyenne, 50 000 € d'aide financière pour un ménage, pour rénover leur maison.
Mais c'est un millefeuille d'aides possibles par différents organismes territoriaux, nationaux, spécialisés, qu'il faut être à capacité d'activer et de bien comprendre parce que toutes les aides ne sont pas cumulables. Donc, c'est une vraie ingénierie financière qu'ils ont développée et en parallèle, une ingénierie aussi technique. Donc, c'est intéressant pour nous, c'était l'approche sociale, parce que bien évidemment, sans la captation de ces fonds, un ménage n'aura jamais la capacité de réaliser les travaux. Sans aussi un accompagnement social et technique, on n'arriverait pas à mettre en place les bonnes solutions en fonction de l'âge des occupants, par exemple. Donc, ils ont réussi à mettre en œuvre ces 3 briques qui pour moi sont vraiment très très riches. Donc on les a accompagnés au niveau philanthropique, en équipement, en compétences. Ils ont été ensuite incubés par le fonds d'investissement et en 2020 seulement, donc ça fait 5 ans cet accompagnement et on n'est pas les seuls, je tiens à le préciser. Il y a aussi plein d'autres partenaires. Ils ont pu, au bout de 5 ans, changer en fait aussi de statut et de bénéficier d'un investissement de Schneider. Et ensuite, la Fondation a repris le pas pour les accompagner et les soutenir en finançant une partie des consultants nécessaires pour mettre en place un contrat impact social avec l'ANA. Donc, vous voyez, c'est des histoires assez qui s'étirent sur le temps, qui s'enrichissent, où on plug au bon moment des accompagnements de Schneider, de la Fondation et d'autres encore, pour pouvoir contribuer à l'essaimage et au développement d'un projet. Donc là, on est déjà en 2024 et on est toujours en partenariat avec le réseau Habitat. Donc d'un point de vue aussi engagement, c'est un engagement qui doit être de long terme si on veut arriver à des résultats et la notion de temps sur lequel je reviens est quand même très très importante. Et on est en train aussi, ils font partie de l'aventure et ça c'est revenu du côté Schneider, c'est de se dire oui, il y a la rénovation de l'habitat, la partie électrique, elle est importante, mais elle n'est pas unique. Mais en même temps, une structure comme Schneider, le premier soutien qu'elle peut apporter aux plus fragiles, c'est déjà de les mettre en sécurité avec leur installation électrique. Donc le projet est revenu chez Schneider en se disant comment nous, en tant qu'industriels, on pourrait, avec nos partenaires, mettre à disposition ou proposer aux plus fragiles une offre inclusive de mise en sécurité électrique. Voilà. Donc ça resserre le champ, mais pour nous, c'est le premier besoin essentiel d'un ménage précaire, c'est déjà d'être en sécurité dans son logement. Donc avec d'autres partenaires, mais en appliquant le réseau Ecohabitat toujours, on est en train de designer cette offre. Voilà. Ok. Et juste une autre illustration, parce que je pense que c'est assez parlant. Avec la Fondation aussi, on avait commencé à travailler avec des centres de formation professionnelle. Et là, l'exemple que je prends est en Afrique. Un collègue a été missionné pour apporter, pour donner des cours dans un centre. Et en fait, avec les jeunes, il a inventé un système de pompage d'eau solaire qui était un peu, alors pas bricolé, mais quand même dans un programme pédagogique. Et ça a fini par être une des offres inclusives de Schneider d'accès à l'énergie. On a aujourd'hui une offre de pompage solaire dont la première étincelle est arrivée dans le cadre d'un programme de la Fondation. Donc voilà, faut aussi prendre ça en compte, je pense. On démarre déjà parfois de quelque chose de petit et on arrive à... Voilà, mais encore une fois, le temps est super important. J'insiste beaucoup parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Ah, voilà, vous mettez du temps, combien on en fait. On n'est pas tout de suite arrivé là, en fait. Oui, Il faut aussi effectivement, accepter. Voilà.
Effectivement, vous me parliez d'une échelle temps de 4-5 ans, sachant que vous avez la particularité d'identifier peut-être en première phase, par le biais de la fondation, les projets en mode incubation, en partenariat Oui. avec Ashoka. Et une fois qu'ils sont lancés, ils passent par votre fonds d'investissement. Et donc là, c'est Alors, encore une autre logique. pas tous, hein. Sur la quinzaine de projets qu'on avait sélectionnés, il y en a eu 2. Voilà. Donc aussi, Oui, bien voilà, sûr. il y a d'autres histoires qui se créent, très bien, Oui, mais c'est ce mais qu'on c'est le peut cycle. proposer. Voilà. Voilà. Alors, du coup, Arnaud, si on revient vers vous, quels seraient les leviers qui permettraient vraiment de garantir une efficacité de ce type d'alliance entre entreprises et entrepreneurs sociaux? Et si on va même un tout petit peu plus loin, quand on préparait ce webinaire, vous m'avez parlé finalement de la coopération entre les différents collaborateurs de Boehringer, par exemple, dans le cadre de projets de mécénat de compétences, par exemple, qui était tout à fait inédit. Est-ce que vous pourriez en parler, sachant que vous, Patricia, qui fera sans doute écho, vous m'avez parlé des duos et des trios, donc ça c'est tout à fait intéressant, comment vous imbriquez vraiment enfin, à tout niveau finalement de la fusée, ce type d'alliance. Arnaud, si vous voulez commencer. Oui, alors, en tout cas, de notre expérience, ce qu'on observe, c'est que pour réussir ce type d'alliance, il faut déjà être extrêmement clair sur les objectifs et sur ce qu'on veut atteindre. Et donc, on a tendance à parler, nous, d'une North Star d'impact, c'est-à-dire de définir le sujet sur lequel on veut faire une différence. Alors, parfois, c'est évident, parce que, par exemple, avec la fondation Schneider Electric, à l'époque, c'était la précarité énergétique. C'était vraiment cohérent avec le métier de l'entreprise et avec la mission de la fondation. Et bien souvent, des entreprises n'ont pas j'ai envie de dire, de territoire d'impact clairement défini. Et parfois même, quand il l'est, il n'est pas nécessairement aligné avec le business de l'entreprise. Nombre de fondations parfois sont à côté parce que historiquement, on a aimé soutenir telle ou telle cause, mais ce qui ne fait pas forcément écho, j'ai envie de dire, aux atouts de l'entreprise, à ses compétences. Ce qui est important déjà, c'est ça. De notre point de vue, c'est de refixer. Avec Boehringer, typiquement, c'était une entreprise qui, à l'époque, avant qu'on travaille ensemble, soutenait tout un tas de projets sympathiques un peu partout, des orchestres ici, un club de foot par là, etc. Et c'était génial. Hein. Vous savez, j'adore le sport, donc j'étais très content. Mais en fait, on était très, très loin d'avoir une efficacité optimale de leur philanthropie ou de leur stratégie d'impact. Donc, on a tout recentré en se disant, en fait, vous êtes une entreprise de santé, donc on va travailler sur la santé. Simplement, on va travailler vers justement ces gens qui ne sont aujourd'hui pas dans votre scope de clients, mais qui pourront peut-être l'être demain si on est capable de faire en sorte que on les sorte de situations de précarité ou qu'on soit capable d'adresser, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des sujets d'accessibilité des médicaments, etc. Donc, première chose, avoir un territoire d'impact clairement défini, cohérent avec l'entreprise, avec son ADN, avec ses compétences. La deuxième chose, c'est d'y aller par petits pas. Il n'y a pas de grand soir, donc il faut apprendre à se connaître avec ses entrepreneurs sociaux. Il faut identifier ceux qui sont bons. Alors, en fonction là aussi de où est localisée l'entreprise, son type d'organisation, est-ce qu'elle est centralisée, est-ce qu'elle est décentralisée, est-ce qu'elle est sur un territoire ou plusieurs. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais il ne faut pas perdre de vue que les entrepreneurs sociaux, bien souvent, sont des organisations extrêmement localisées. Il y a rarement d'organisations qui soient internationales. Il y en a quelques-unes, mais finalement, c'est loin d'être la majorité. Donc, bien trouver ces organisations qui localement sont pertinentes, mais qui peuvent grandir avec vous. Ça, c'est important. Le réseau Ecohabitat, c'est typiquement un super exemple d'une organisation qui avait un impact plutôt local et aujourd'hui qui est un exemple de déploiement, de réplicabilité, etc. Mais ça s'accompagne. Et il faut accepter, en effet, que ce soit une politique de petits pas. On peut être très ambitieux, mais il faut y aller progressivement. Et prendre le temps, comme le rappelait Patricia tout à l'heure, c'est un temps long. Il n'y a pas à dire, on ne va pas se faire ça en 3 mois. C'est pas juste transactionnel. C'est pas je prends ta solution, je prends la mienne, je les mets ensemble. C'est on apprend à se connaître, on définit ce qu'on veut faire ensemble. Et encore une fois, il faut comprendre que ce sont des organisations avec des cultures, des langages extrêmement différentes. Donc, être capable d'opérer cette passerelle, ce pont et de se faire confiance, ça prend du temps. Et de ce point de vue-là, nous, on a eu la chance d'être, entre guillemets, mariés
avec Boehringer quand on a démarré, par un consultant externe qui est venu et qui a pris le temps de comprendre les atouts des uns et des autres, de créer cette collaboration. Et je lui en sais gré parce que je me rends compte aujourd'hui que si c'était l'entreprise toute seule qui l'avait fait ou nous tout seuls, je pense qu'on aurait biaisé un certain nombre de choses. On serait sans doute allé trop vite, on aurait brûlé des étapes. Et donc avoir un tiers acteur qui met en place ce type de collaboration, c'est aussi, ça fait sur le long terme gagner énormément de temps. Parce que d'une certaine façon, ce tiers acteur, il est un tiers de confiance, il est un passeur entre les deux mondes, il est un traducteur aussi. Et ça fait gagner, in fine, beaucoup, beaucoup de temps. Et la dernière chose, je pense que c'est effectivement, Patricia vous a parlé un peu des différentes étapes ou modalités d'intervention. Ça, c'est super important aussi. Et ça nécessite de pouvoir décloisonner dans l'entreprise, faire en sorte que ce ne soit pas juste la fondation dans son coin ou le fonds de dotation ou l'équipe Impact, mais que ce soit véritablement à un moment donné un projet qui fasse écho à des politiques de ressources humaines, des politiques d'innovation, des politiques de développement local et territorial. C'est mieux, en fait, parce que quand c'est cohérent avec une stratégie d'entreprise, à ce moment-là, les synergies sont beaucoup plus nombreuses et on a moins besoin de forcer les choses. Mais il faut décloisonner parce que l'entreprise et la grande entreprise en particulier, souvent est silotée. Et donc, ce n'est pas évident de faire entrer ce type de programme. C'est d'où la notion de prendre le temps d'y aller progressivement et d'avoir des petites victoires. En fait, il faut célébrer les petites victoires. À chaque fois que ça marche, il faut en parler, ça donne envie et ça permet à des gens de se réimpliquer. Et je pense que là, le fait d'avoir, pour répondre à votre deuxième élément de votre question, des collaborateurs en nombre qui soutiennent les entrepreneurs, qui sont à tous les étages de l'entreprise, qui peuvent témoigner de ce que ça leur apporte, de ce qu'ils ont apporté, de ce que ça leur apporte à la fois à titre personnel, dans leur quête de sens, mais aussi professionnellement, parce que ça a ouvert de nouveaux horizons, et inversement, ce qu'ils ont pu aussi, eux, amener techniquement ou sur d'autres compétences à des entrepreneurs sociaux. En fait, vous avez besoin de massifier. Nous, on parle souvent de tipping point, c'est-à-dire c'est quoi la masse critique dans l'organisation qui est nécessaire pour qu'à un moment donné, ce sujet devienne, on va dire, dominant. D'accord ? Comment est-ce qu'on passe du petit truc dans un coin qui est fait par quelques personnes et on se dit c'est pas pour moi à c'est super, j'ai envie d'en faire partie parce que non seulement ça a de l'impact, mais ça a l'air super sympa, on apprend et donc ça devient vertueux. Et ça passe par une massification. Donc ce qu'on fait souvent, c'est de dire, on crée des sortes de pyramides d'engagement et on se dit tous les collaborateurs ne vont pas pouvoir s'engager de la même façon avec le même niveau d'intensité auprès de tout le monde. Donc il y a ceux qu'on va plutôt inspirer, il y a ceux qu'on va former, il y a ceux qu'on va engager. Tout ça va tourner, d'accord ? Et c'est fait en bonne intelligence, effectivement, bien souvent avec les services RH, avec le management des organisations. Et on fait en sorte, idéalement, quand on le peut, que ça devienne en soi un programme de formation. Quand vous réussissez à faire ça, en fait, là, vous crantez durablement ce type d'initiative dans l'entreprise. Patricia, peut-être que vous pouvez faire écho aussi de façon interne à l'entreprise Schneider, comment ça peut résonner au niveau de vos collaborateurs, justement, en une ou 2 minutes. Oui, puis en tout cas, on est bien aligné avec Arnaud sur justement l'alignement. Il faut être vraiment sur une thématique très précise pour pas s'éparpiller. L'énergie aussi, c'est vaste, hein. Nous, on a choisi le champ de la précarité énergétique. Ça, c'est clé. Ensuite, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir tous ces véhicules sous un même chapeau, avec aussi la même direction, ce qui nous permet de créer le parcours que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est aussi très, très important. Là, on est passé, je dirais, dans la démarche, notamment avec Ashoka, à un autre niveau, qui est aussi de transformer les collaborateurs en interne. On l'a vu, là, c'est souvent sur des thématiques assez techniques que certains collaborateurs, ou en tout cas liés à leurs compétences professionnelles, intervenaient.
sont essayé de changer l'entreprise de l'intérieur. Alors, modeste, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec une cohorte de 60 personnes dans 4 pays, à peu près 60-70. On est quand même 140 000 chez Schneider, mais peu importe, il faut commencer quelque part, comme le disait Arnaud. Et donc, l'importance de la formation, elle est cruciale, en fait. L'accompagnement, au-delà de la formation, l'accompagnement. Un collaborateur d'une grande boîte qui est dans des process, des reporting, et il a aussi il est aussi formaté. L'idée de travailler et de les mettre en lien direct avec des entrepreneurs là très jeunes, c'est aussi de déformater tout ça et d'ouvrir les possibles. Et c'est toujours très lié à l'innovation, mais aussi à l'empathie, à l'envie de faire grandir les autres, qui sont vraiment tout ce travail qu'on fait en ce moment et qu'on a entamé, qui est plutôt lié à la culture d'entreprise ou en tout cas le développement de compétences transverses qui sont clés dans un monde où on doit être méga agile, quoi. Donc c'est aussi la grosse entreprise qui doit rester agile dans les mentalités des collaborateurs qu'elle accueille, je pense. Et c'est la force aussi de rester toujours en contact avec le contexte local dans lequel on est et les problématiques locales, environnementales ou sociales dans lesquelles on évolue. Alors, il nous reste quelques minutes, Patricia et Arnaud, pour évoquer le sujet de l'évaluation et de l'impact. Alors, ce n'est pas le sujet le plus marrant, ça je vous l'accorde, mais néanmoins, c'est un sujet incontournable et très important. Arnaud, peut-être que vous pourrez nous en dire quelques mots avant Patricia, peut-être avec le regard entreprise. J'ai juste une question qui est apparue dans le chat. Peut-être qu'on peut faire ce petit intermède très, très, très rapide. La question est: quelles seraient les spécificités pour une TPE-PME souhaitant s'engager auprès d'entrepreneurs sociaux? Arnaud, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Oui, merci pour la question, qui est très pertinente parce qu'on a souvent tendance à parler de la très grande entreprise. Et évidemment, j'ai envie de dire, c'est l'échelle de moyens qui change peut-être. Mais tout ce qu'on a dit sur trouver son territoire d'impact, puisque les entrepreneurs sociaux sont bien souvent localisés, etc., j'aurais tendance à dire tout ça reste valide. Simplement, dans la détection des entrepreneurs sociaux, il faut identifier des réseaux locaux. L'économie sociale et solidaire est très structurée en France. Il y a tout un tas de clubs, de réseaux, etc., que vous avez très certainement autour de vous. Donc, c'est peut-être ça qui change. Mais au final, le reste, j'ai envie de dire, le reste de la méthode, d'y aller pas à pas, de définir son cap, d'engager ses collaborateurs, etc., parfois est même plus facile dans la petite entreprise, au sens où il y a moins de couches peut-être et moins de silos. Évidemment, en revanche, on voit bien que souvent dans la très petite entreprise, mais là, je ne sais pas quelle taille de PME on parle, mais dans la très petite, il y a peut-être une bande passante un peu inférieure. Mais moi, je connais pas mal de dirigeants et on bosse avec quelques entreprises qui sont plutôt des grosses PME, en fait, qui ont décidé d'en faire leur programme de formation pour le coup. Et en se disant, ça, c'est une super façon de développer des compétences soft et une nouvelle façon de travailler pour mes collaborateurs. Et qu'on en fait vraiment une politique de formation, une politique ou d'intégration, parce que dans le cas de TPE ou de PME qui acquièrent d'autres entreprises, on a le cas d'une entreprise qui s'appelle Kersia avec qui on travaille et qui achète en fait très régulièrement d'autres organisations et qui a fait de notre programme en fait le programme d'intégration. Au lieu de parler finalement d'où on vient et de la culture de la boîte dans laquelle on était avant, en fait on parle de ce qu'on peut faire ensemble demain. Et tout ça, ça transcende un petit peu les disparités, les différences qu'on peut trouver dans les différentes entreprises et ça crée une culture commune. Voilà. Alors, si on revient sur la question, alors j'espère qu'on a répondu à Oasis d'amour, au nom charmant et très évocateur. Du coup, j'espère qu'on a répondu. Vous pourrez mettre un petit peu. Ok, parfait, merci beaucoup. Du coup, Patricia et Arnaud, pour finir, parce qu'il nous reste 2 minutes, un mot sur l'impact. Voilà, comment ça se mesure? Est-ce que vous avez des techniques spécifiques? Alors,
c'est un temps long, certes, mais comment on peut se dire que la coopération a été fructueuse, au-delà du succès financier, du succès commercial, ou voilà, si on peut parler au-delà des chiffres. Oui, oui, voilà, c'est ça, parce que c'est vrai qu'Arnaud, l'autre jour, me faisait remarquer qu'on est une boîte d'ingénieurs aussi, hein, voilà. Donc, on a un tableau de bord qui s'appelle le Schneider Sustainability Impact, où nos actions, auxquelles, pardon, nos actions contribuent. Et donc, on est sur de résultats, on compte des points. Voilà, alors c'est beau, ça fait plaisir. Et en même temps, ça montre qu'on est important dans la stratégie extra-financière de l'entreprise. Donc, pour nous, c'est clé. On veut aussi continuer à être dans ce tableau de bord, peut-être compter les points toujours parce que ça donne aussi une idée de l'importance quand la fondation, les fonds d'investissement contribuent au tableau de bord développement durable d'une grande structure comme la nôtre. C'est quand même super important. Après, c'est les histoires. Je pense qu'on en discutait l'autre jour. Ça paraît. L'impact, c'est qu'est-ce qui change. Et rien ne vaut le témoignage de quelqu'un, un collègue qui vient me voir suite à la formation qu'on a fait la semaine dernière à Arnaud et qui était vraiment super positif sur le retour, les contacts qu'il a pu avoir avec les entrepreneurs. Un jeune qui revient aussi et qui témoigne avec son projet qui a évolué, avec une vraie stratégie aujourd'hui. Voilà, c'est ça aussi l'impact. Je pense qu'il faut aussi rester dans l'humain, le changement. Nous, on a encore beaucoup de progrès à faire, mais on y est très sensible. Voilà. Arnaud, pour conclure, peut-être? Alors, très rapidement, je pense que au-delà de tout ce qui a été dit et qui est très vrai, parce qu'on a tendance à vouloir tout quantifier, il faut aussi le qualifier. Donc, avoir des témoignages, avoir du retour qualitatif, c'est clé. Et après, je pense qu'il faut regarder les différents aspects en fonction de ce qu'on a défini au début du projet. Est-ce que déjà ça marche? Est-ce que en gros, il y a un changement, soit sur les collaborateurs, soit sur l'entrepreneur, soit sur les populations qu'il ou elle est censé servir, hein. Donc ça se mesure. Effectivement, être capable d'identifier les histoires, les belles histoires qui vont avec. Regarder si ça a amélioré vos process d'innovation. Est-ce que ça a amélioré les compétences développées? Donc ça, c'est pas très compliqué. On peut même aller jusqu'à, dans certains cas, la monétisation. Aujourd'hui, il y a des cabinets d'évaluation d'impact qui sont très bons et qui sont capables de vous expliquer, que pour un investissement temps que vous avez fait, vous avez eu un retour sur investissement, y compris financier, hein, parce on peut tout à fait quantifier, par exemple, la rétention accrue des collaborateurs grâce à ce type de programme. Donc, ça a une valeur. Et ça, je pense que c'est super important. Et je dirais que quand on a besoin de convaincre son leadership, son patron, avec ce type de programme, c'est pas juste un truc sympa qu'on fait à côté quand on a le temps. En fait, ça peut être extrêmement stratégique et ça peut être extrêmement rentable aussi, encore une fois, en termes de marque employeur, en termes d'attractivité, en termes de développement sur un territoire, en termes de création de goodwill, etc. Donc, il faut le prendre comme un investissement. Et donc, comme c'est un investissement, il faut le mesurer sur le long terme. Et Merci beaucoup. Pardon. Allez-y. Juste un point sur l'impact, parce que ça nous est arrivé dans l'apprentissage. Il faut se mettre d'accord dès le démarrage sur ce qu'on attend comme changement au final. On ne va pas venir à la fin en disant, bon, ben, moi, je voudrais voir ça et ça. En tant que financeur, par exemple, c'est un contrat aussi, la mesure d'impact avec les structures avec lesquelles on est en relation. Et donc, c'est une discussion et ça permet de bien s'aligner sur les attendus des uns et des autres et les possibles et impossibles au démarrage. C'est le seul point d'attention, moi, que je vois sur la mesure d'impact. Merci Patricia, merci à tous les deux et à très bientôt, j'espère, sur ces ondes. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Ouais, au Merci revoir, à beaucoup. bientôt. Merci, au Ouais. revoir.